Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, notre invité est Serigne Aliou Mbacké, l'auteur de l'ouvrage Afrovirus. Afrovirus. Merci Serigne Aliou d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Monsieur Top. Tout d'abord, je salue les téléspectateurs de votre émission. Et je vous remercie, ainsi que tout le personnel des éditions L'Harmattan pour cette invitation. C'est un plaisir. Afrovirus, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Afrovirus est une réflexion, une sorte d'introspection qui est née d'un constat. Un constat que j'ai fait, mais un constat aussi que je partage avec beaucoup d'Africains par rapport à la situation et au devenir de l'Afrique. Parce qu'actuellement, nous vivons dans une époque de la mondialisation, avec, où le monde est devenu un village planétaire. Dans ce contexte-là, ce que certains appelaient le fameux rendez-vous universel du donner et du recevoir, il faut venir vraiment avec une certaine liberté pour pouvoir participer à ce rendez-vous-là. Or, malheureusement, dans la situation actuelle de l'Afrique, il faut des préalables pour aller répondre à cette invitation du monde. Tout d'abord, il s'agit d'une introspection sous les chaumières des cases, mais aussi d'un consensus, d'une discussion autour de l'arbre à palabre concernant à la fois l'être et le vouloir de l'Africain. Sans quoi nous répondrons à ce rendez-vous en tant que mendiants. Et ainsi, on se contenterait juste de miettes et on acceptera tout. Nous n'aurons plus notre mot à dire. Et malheureusement, cette situation pourra vraiment avoir des répercussions assez drastiques sur notre situation, notre mentalité, nos schémas de pensée. Donc c'est à partir de là que j'ai voulu parler d'Afrovirus, non pas comme d'une conception dogmatique, mais en fait d'un virus qu'il faut éradiquer pour pouvoir vraiment réfléchir par soi, pour soi, et vraiment pour atteindre ses propres objectifs et ne pas se contenter des mesures prêtes à porter ou bien des modèles de développement prêts à porter que nous offrent les autres. Lorsqu'on parle de l'éradication d'un virus, cela voudrait dire qu'il s'est installé. Aujourd'hui, vous parlez de conséquences, mais ces conséquences sont également aujourd'hui là. Nous les subissons, nous les vivons. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, le vin est déjà tiré, ou alors vous concevez toujours qu'on peut changer les choses? Oui, effectivement, Monsieur Top. Parce que si vous regardez, même dans le livre, j'ai donné l'exemple du propriétaire d'une chaudière qui, constatant en fait que son appareil ne fonctionnait plus, a fait appel à un réparateur, un spécialiste. Et lorsque le spécialiste est venu, en sifflotant, avec un tout petit marteau, il a fait le tour de l'appareil et en un certain moment, il a frappé en un seul endroit. Et l'appareil s'est rétabli. Maintenant, après, le propriétaire a demandé au spécialiste de lui donner une facture. Il lui a dit 1 000 €. Et le propriétaire lui a dit, mais attendez, c'est trop cher. Vous êtes venu, vous avez fait le tour de l'appareil, vous avez frappé à un seul endroit et vous me dites 1 000 €. Et il faut me détailler votre prestation. Exactement. Maintenant, c'est là où il est intéressant parce que le spécialiste lui a mis coup de marteau, 5 €, savoir là où il faut frapper, 995 €. C'est pour ainsi dire que c'est parce que nous sommes en train de prendre des mesures qui ne collent pas avec les réalités africaines. Nous sommes en train de prendre un tournant qui n'est pas... nous ne sommes plus nous-mêmes. Ce qui fait que nous croyons que il n'y a pas de point de retour. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si vous constatez même actuellement,
l'Afrique est l'un des rares continents à ne pas s'être irréversiblement engagé dans ce schéma de développement actuel, à l'occidental. Donc, il y a lieu d'être optimiste, mais à condition que nous retournons à nos valeurs de référence et que nous soyons aussi libres, surtout dans nos têtes, que nous comprenons que vraiment il faut exister, se poser les bonnes questions, à savoir qui sommes-nous, que voulons-nous, où allons-nous, pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous serons fixés. C'est ce que vous appelez sortir du confinement, sortir de ce grand confinement que l'Afrique ne cesse quand même de subir depuis maintenant plus de 2 à 3 siècles, quand on suit l'histoire de l'évolution de l'esclavage à la colonisation, de la colonisation à l'indépendance. Aujourd'hui, on parle de néocolonisation. Est-ce que ne pensez-vous pas que pour qu'on puisse sortir de ce confinement, certes, il faudrait que l'on retourne à nos sources, mais il faudrait également que l'on s'interroge sur la base même de ces sources-là, sur notre éducation, les valeurs même de ces sources. Comment maintenant les transformer de sorte que tout Africain puisse y avoir accès? Effectivement, M. Top. Je pense qu'il ne s'agit pas d'un retour de manière aveuglée à ces sources-là. C'est-à-dire que moi, je suis contre le fait qu'on veut automatiquement se définir comme kémite, vraiment vouer un culte à Maat ou se saluer par Otep. En fait, c'est une sorte de caricature, mais d'une caricature. C'est-à-dire que, ce qu'il faut, c'est s'interroger, c'est-à-dire que sur ces valeurs mêmes. C'est-à-dire que, et surtout faire vraiment comprendre que, avec le temps, c'est-à-dire que toute valeur change et vraiment s'interprète différemment. Ce qui fait que, par exemple, il peut y avoir une valeur qui, à la base, était très noble, c'est-à-dire que dont l'objectif était très noble, mais avec le temps, avec l'érosion du temps et tout, cette valeur peut revêtir un caractère parfois même qui est le contraire de ce qu'elle était à la base. Je donne l'exemple des castes en Afrique. À la base, c'était pour les corporations, c'était pour mieux répartir les métiers, pour une meilleure organisation de la société africaine. Or, malheureusement, avec le temps et avec l'influence de plusieurs vents qui ont malheureusement soufflé sur le continent africain, on en est arrivé à une hiérarchisation. Au lieu d'une organisation. Au lieu d'une organisation. Et ça pose problème. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment avoir une interprétation actualisée de ces valeurs-là pour pouvoir aller de l'avant. Ces valeurs, vous l'avez dit, parfois on parle de retour à nos valeurs, parfois même à nos traditions, mais nous voyons, vous venez de le dire d'ailleurs, que les traditions ont perpétué des faits et actes aujourd'hui qui ont eu des conséquences négatives sur nos sociétés, notamment avec la question des castes. Ne pensez-vous pas également que certes, il faudrait que l'on retourne à la source, mais à quelle source? Ne devrait-on pas identifier la bonne source de la mauvaise aujourd'hui? Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Parce que, vous savez, le monde est ainsi fait. C'est-à-dire que les choses, ce qui était hier valable, n'est pas valable aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai donné l'exemple de Gandhi, qui parfois changeait d'avis d'une semaine à l'autre. Et un jour, un de ses disciples lui a fait cette remarque en lui disant « Mais pourquoi vous nous dites ceci alors que la semaine dernière, vous nous aviez dit tout à fait le contraire ?» Et j'ai beaucoup aimé sa réponse parce qu'il lui a dit « Parce que j'ai beaucoup appris depuis la semaine dernière. » Pour ainsi dire, ce n'est pas une question de dogmatisme ou bien de choses figées, mais d'évolution. D'évolution par rapport au contexte, par rapport à l'environnement, par rapport aux époques aussi. C'est-à-dire que parce que vous ne pouvez pas copier littéralement ce qui se faisait il y a un siècle. Exactement. Ça ne collerait même pas avec notre environnement. Donc ce que je veux dire par valeur, c'est des valeurs de référence. C'est-à-dire que c'est très différent. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, il y a un psychologue américain, Dr. Graves, qui a fait cette distinction entre ce qu'il appelle les valeurs profondes, les valeurs de surface et les valeurs cachées.
Moi, quand je parle de valeurs, donc c'est les valeurs profondes. Parce que dans des contextes, on peut voir des gens, vous avez l'impression en apparence qu'ils sont très différents. Or, ils partagent les mêmes valeurs profondes. Donc, c'est des valeurs qui nous accompagnent, qui font que nous soyons libres, je le répète encore, dans nos têtes, pour pouvoir être libres physiquement. Être libre dans nos têtes, pouvoir être libre physiquement, oser choisir. Aujourd'hui, tel que le monde est interconnecté. Vous l'avez dit, vous avez cité tout à l'heure Marshall McLuhan qui a aujourd'hui théorisé le village planétaire. Est-ce qu'aujourd'hui même on a la capacité qu'il faut, le recul qu'il faut pour choisir quand on sait qu'on est bombardé d'informations, on est bombardé de stéréotypes, nous sommes presque en quelque sorte indépendants de ces stéréotypes-là, de ces informations. Aujourd'hui, quelle création avons-nous eu à faire, à proposer à l'humanité pour que nous, l'Afrique, nous puissions retourner à ce qui nous appartient, à ce qui reflète notre identité? Est-ce que réellement, aujourd'hui, en ce 21e siècle, on a cette capacité-là de pouvoir retourner encore en arrière, de couper le pont avec ce qui aujourd'hui nous met en dépendance, une dépendance qui effectivement, comme vous l'avez dit, nous appauvrit parce que tout simplement, il y a une réalité, une force motrice qui est en train de gouverner le monde qu'on appelle l'Occident. Effectivement, M. Top, je suis tout à fait d'accord avec vous que d'ailleurs il serait erroné de songer à retourner en arrière. Parce que vous savez, la marche du monde est inarrêtable. Mais il s'agit même d'une évolution. Pourquoi? Parce que, vous savez, comme le dit le Wolof, c'est le défi de l'être, de l'existence. Non pas le fait de retourner à des pratiques ancestrales. Pourquoi pas? Mais je parle plus, en fait, parce que dans ce monde, il y a le mythe du village planétaire, avec la théorie des 3D que certains y ont ajouté un autre, la désintermédiation, le décloisonnement, la déréglementation, certains disent même la dématérialisation. Maintenant, il y a une tromperie là-dessus, parce que si vous regardez bien, c'est-à-dire qu'à travers, par exemple, la désintermédiation, il y a de nouveaux intermédiaires. À travers la déréglementation, il y a une nouvelle réglementation qui ne dit pas son nom. Donc, vraiment s'ouvrir et ne pas s'enraciner, c'est vraiment se livrer au loup. Et malheureusement, avec la marche actuelle du monde, d'ailleurs, si vous regardez bien, par exemple, l'utilisation que nous faisons des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et qui malheureusement sont actuellement de révéler des choses vraiment abominables. Vous pouvez regarder, par exemple, les gens actuellement, c'est des pugilats verbaux. Vous voyez, finalement, donc, c'est pas ça. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on utilise ce progrès-là, mais tout en l'adossant aux valeurs profondes qui sont les nôtres et sinon, en fait, le problème qui se poserait, c'est que si vous prenez, par exemple, les habits d'un autre, vous risquez de vous étouffer ou bien vous passez pour un clown de cirque. Et malheureusement, c'est actuellement ce que nous sommes en Afrique. Il faut qu'on ose choisir notre propre voie tout en ne reniant pas les technologies et ce que la science nous offre. Parce que, vous savez, la science, moi, je ne suis pas dans un cloisonnement. La science, c'est la propriété de l'humanité, de la grande famille humaine. Donc, il ne s'agit pas de noir ou de blanc. Mais, par exemple, en France, ils ont leurs valeurs qui évoluent. Mais ils évoluent aussi en fonction de ça. Nous aussi, pourquoi ne faisons-nous pas ça en Afrique? Si nous devions maintenant situer les responsabilités face à cette situation-là, qui devrait prendre les responsabilités? À qui devrions-nous confier aujourd'hui ce projet de retour vers ces valeurs profondes? Qui réellement en société africaine? Oui, je crois que en fait, il y a deux dimensions. Il y a une dimension individuelle et une dimension collective. Une dimension individuelle qui concerne tous les Africains,
tout un chacun qui doit se remettre en question, procéder à une introspection individuelle, se poser les bonnes questions. Et aussi, il y a une introspection, il y a une dimension collective qui concerne non seulement l'Afrique dans sa globalité, mais tous les corps holarchiques. C'est là où il y a une différence entre la hiérarchie et l'holarchie. Parce que les corps holarchiques, ça ne veut pas dire une supériorité. C'est-à-dire qu'on a la famille, l'ethnie, la communauté religieuse, etc. Et tous ces corps holarchiques-là jouent un rôle considérable sur les individus. D'ailleurs, vous pouvez constater même que chaque individu adopte une posture en fonction du corps et en fonction de ce groupe-là. C'est la psychologie de la foule. C'est-à-dire qu'une personne, séparément, peut avoir une attitude qu'elle n'aura pas quand elle sera à l'intérieur d'un corps donné. Exactement. Par exemple, l'attitude que peut avoir une personne qui travaille dans l'administration sera très différente de l'attitude de cette même personne quand elle se retrouvera, par exemple, au sein de la confrérie. Vous voyez, donc, c'est plusieurs identités que peut épouser l'individu. Et par conséquent, donc, je crois que c'est tout un chacun qui doit se remettre en question, qui doit essayer d'évoluer, et il doit y avoir aussi des discussions autour de ces corps-là, de ces entités-là, de ces identités multiples de chaque individu, pour pouvoir vraiment d'abord se poser la question: qui sommes-nous? Et répondre à cette question. Que voulons-nous? Et répondre à cette question. Il peut y avoir des vouloirs différents en fonction de chaque corps, en fonction de chaque communauté, etc. Exactement. Mais il s'agira un tout petit peu d'un consensus qui constituera, d'ailleurs, chaque nation, c'est ça, avoir un idéal commun. Malheureusement, si on se pose la question, quel est l'idéal commun du Sénégalais, je pense que chacun aura du mal à répondre à cette question. Alors que c'est ça le socle même du développement. Donc si chacun y met de son sien, je pense que rapidement on pourra vraiment dépasser cet état-là et aller vraiment toucher les étoiles. Tout ceci ne remet-il pas en cause notre contrat social, notre substitut culturel? En réalité, substrat culturel, pardon. Est-ce que tout ceci ne remet-il pas en cause le contrat social que nous avons signé? Est-ce que notre société, telle qu'elle est bâtie, telle que les lois l'ont normée, est-ce que c'est ça qui reflète aujourd'hui nos réalités? Parce qu'on parle d'une responsabilité individuelle avant d'une responsabilité collective, mais quel que soit l'individualisme de la responsabilité ou bien le collectivisme de cette responsabilité également, il y a les lois, les normes que la société nous exige et nous sommes obligés de nous y adosser, d'essayer de les respecter. Est-ce que ce contrat-là, qui définit les lois et normes, ne devrait-il pas être revu? Effectivement. D'ailleurs, si vous constatez, il y a un décalage criard entre la législation, les lois, les normes, les décrets, même les arrêtés, les circulaires, et ce que sont réellement les Africains. Exact. Par exemple, au Sénégal, si vous regardez bien, les personnes ne s'identifient pas aux lois. D'ailleurs, ce problème-là engendre d'autres problèmes, la corruption, etc. Parce que les gens ne se retrouvent pas dans l'esprit de ces lois-là. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est des pâles copies à l'identique de ce qui se fait en France. Force est de constater que la Constitution du Sénégal, c'est une copie de la Constitution française. En effet. Et par conséquent, alors que nous n'avons pas le même vécu, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas les mêmes réalités. Donc, ce qui fait que, en quelque sorte, vous pouvez créer un fossé entre le peuple et la législation, entre guillemets. Et vraiment, il urge de réparer ce problème-là, sans quoi, malheureusement, il ne faut pas rêver, hein, parce qu'il faut d'abord, le fait de s'interroger sur la même chose, c'est-à-dire que qui sommes-nous et que voulons-nous, nous permettra de définir notre propre législation et de faire même une hiérarchie des normes qui sera peut-être identique à celle européenne ou bien différente. Ça sera à nous de choisir.
Je rappelle juste, chers téléspectateurs, que l'invité du jour, c'est Serigne Aliou Mbacké, jeune intellectuel sénégalais qui a fait ses études supérieures en administration et échanges internationaux à l'Université de Paris-Est. En même temps, spécialiste en management des marchés publics. Ce petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba est actuellement en exercice à la direction des constructions du ministère de l'Intérieur comme chef de division des marchés. Votre Afrique à vous, quelle est votre perception d'une Afrique selon votre hier? Mon Afrique à moi, c'est l'Afrique, c'est une Afrique simple, une Afrique d'aujourd'hui. Il ne faut pas se compliquer les choses. Vous savez, tout développement, il n'y a pas de formule miracle. On est là aujourd'hui, ici et maintenant. C'est à nous de faire cette Afrique-là. L'Afrique à moi, ça sera ce que nous, Africains, ferons de cette Afrique. Aujourd'hui. C'est-à-dire que, en quelque sorte, malheureusement, il ne faut pas aussi être trop dans le passé, ni trop dans le futur. Malheureusement, cela peut nous empêcher de profiter du présent. Vous pouvez puiser du passé et faire des projections sur le futur, certes. Mais mon Afrique à moi, c'est l'Afrique d'aujourd'hui, cette vie qu'il faut vivre, c'est ces interrogations qu'il faut se poser et résoudre, ces objectifs qu'il faut atteindre petit à petit. Et vraiment cette organisation aussi qu'il faut revoir. Mon Afrique à moi, donc, c'est l'Afrique de la simplicité, l'Afrique des Africains, qui ne dépend pas de ce que peut-être Hegel ou Richard Burton a écrit de l'Afrique, ne dépend pas non plus de ce que peut-être Tabari ou quelqu'un d'autre a écrit des Noirs, mais c'est l'Afrique des Africains qui sera conçue par les Africains, pour les Africains. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut s'enfermer, parce que le monde est à l'ouverture. Mais avant l'ouverture, il faut l'enracinement. C'est l'Afrique des enracinés donc, mais aussi c'est l'Afrique de ceux qui vont explorer le monde et l'univers. C'est ce que vous semblez dire lorsque vous nous donnez la métaphore du papillon qui, avec la mosaïque des couleurs sur les écailles de ses ailes, enivre la vue et décore la nature. Mais le même papillon également, en dépit de toutes ces couleurs-là, de toute cette force-là, cette beauté-là, parvient quand même à déployer ses ailes d'une part et d'autre part, à aller à la conquête du monde. C'est votre rêve pour l'Afrique? Effectivement, c'est mon rêve pour l'Afrique. Mais vous savez, le papillon, ce qui est génial, c'est que avant d'être un papillon, ça a été une chenille, un chrysalide. C'est des étapes, un ver. Et c'est des étapes qui n'étaient pas, à cette période-là, le papillon n'était pas cet être, c'est l'épidoptère qui est merveilleusement façonné. Même vous pouvez passer à côté et vous allez avoir un sentiment de rejet. Parce que c'était pas encore, il n'avait pas encore atteint son degré de perfection, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est la même chose qu'il faut faire pour l'Afrique. C'est oser faire des erreurs, oser souffrir pour atteindre ce que nous voulons. Et peu importe ce que les autres, l'œil que les autres auront de nous, c'est vraiment, c'est ça en fait, c'est essayer d'atteindre cette perfection du papillon pour voler et émerveiller le monde. Serigne Aliou, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup, M. Top. Tout le plaisir me revient. Madame, Messieurs, c'était votre émission 4e de couverture. Vous pouvez vous procurer cet ouvrage-là ici aux éditions L'Harmattan Sénégal, en ligne également harmattan.fr, mais également sur Amazon. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.